Bienvenue à Pompéi. Nous sommes au cœur de cette superbe cité antique, dévastée par une éruption volcanique il y a près de 2000 ans. En 3 épisodes, nous retraçons les 3 derniers jours de la ville ensevelie par les cendres du Vésuve. Reprenons notre histoire la veille de l'éruption. Pompéi est vraiment unique. Ce site remarquable nous permet de voir dans le passé et de comprendre la vie quotidienne des Romains ordinaires quelques jours avant la catastrophe. Nous pouvons retracer ces instants en ayant accès à des lieux où la télévision n'avait jamais encore pointé ses caméras. La majeure partie de Pompéi n'est pas ouverte aux millions de visiteurs qui viennent ici chaque année. Mais nous avons pu tout explorer. Aujourd'hui, nous cherchons à savoir ce qui s'est passé la veille de l'éruption. J'emmènerai la plus emblématique victime de l'éruption à l'hôpital où elle sera scannée pour la première fois. C'est formidable! Et je visiterai des fouilles où de nouvelles découvertes sont mises au jour. Incroyable, c'est quoi, une pièce? Je participerai à un rituel romain. Ah, être romain. Je plongerai dans les profondeurs de Naples. Je me prends pour Lara Croft. Et j'aurai accès aux réserves secrètes de Pompéi. J'ai toujours voulu venir ici et j'en ai jamais eu le droit. J'adore. Découvrons les quelques heures avant que le désastre n'ait lieu. Midi, le 24 octobre 79 de notre ère. En sommeil depuis 700 ans, le Vésuve entre violemment en éruption. En 48 heures, Pompéi est rayée de la carte, ensevelie sous 5 mètres de débris. Personne n'y survivra. Notre compte à rebours démarre 2 jours avant la catastrophe. Voici le Vésuve. Nous avons découvert que Pompéi a subi des séismes inquiétants. Mais personne n'a compris que c'était le signe d'un réveil du Vésuve. Vous pensez qu'ils ont continué de vivre en pensant que c'était un séisme ordinaire? Oui, bien sûr. Notre compte à rebours atteint 8 heures du matin, la veille de l'éruption. Nous sommes sur la place centrale de Pompéi, qu'on appelle le Forum. Le Forum semble toujours jouer le même rôle qu'il y a 2000 ans. Les gens s'assemblent encore ici en grand nombre. Comme à l'époque, c'est le cœur battant de Pompéi. C'est ici que les gens viennent discuter et organiser la ville. Je suis sûre qu'ils sont venus parler des signes très troublants qu'ils voyaient autour d'eux. Les Romains étaient très superstitieux. Ils pensaient que les dieux communiquaient via les phénomènes naturels. On imagine qu'ils sont venus ici trouver des réponses. Autre endroit où discuter, les thermes. Parce que les thermes romains étaient un élément central de la ville romaine. Pompéi n'était pas une très grande ville. Près de 15 000 personnes vivaient là. Mais elle était prospère. On y trouvait 5 thermes. Ils ont tous été remarquablement préservés sous la cendre volcanique. Ceux-ci près du Forum sont les plus spectaculaires. Les thermes sont au cœur de la culture romaine. Ils témoignent du raffinement de leur civilisation et ça les différencie des barbares sans hygiène aux frontières de l'Empire. Vous le voyez, les thermes sont de vrais palais des plaisirs. Ce matin-là, veille de l'éruption, ces thermes bourdonnaient d'activité. Venir ici était un rituel quotidien pour les Romains, riches ou pauvres. À l'origine, dans les superbes bassins de marbre, il y avait une fontaine d'eau chaude qui jaillissait au milieu.
Il y avait eu des séismes dans la ville pendant des semaines, et nous savons qu'ils ont causé des dommages structurels à certains bâtiments. Mais apparemment, les thermes fonctionnaient encore. On peut donc imaginer les hommes venant ici ce matin-là. Ils se détendent, mais discutent sûrement des étranges événements qui surviennent autour d'eux. Pour avoir une idée de ce à quoi pouvait ressembler une matinée dans des thermes, John est allé dans la baie de Naples, dans la jolie ville de Baia, pour s'essayer à la culture romaine des thermes. Les superbes thermes de Pompéi, c'est une chose. Mais je vais aller voir des thermes qui étaient en usage à la même époque et qui servent encore aujourd'hui. Il y a 2000 ans, Baia était le lieu de villégiature de l'élite romaine. Elle était attirée par les sources thermales, inconsciente du fait que dans une région volcanique, les sources sont associées à une possible éruption du Vésuve. Bonjour. Bonjour. Attention, c'est là que je me déshabille. Merci beaucoup. À l'époque romaine, il y avait des serviteurs appelés capsari. L'ennui, c'est qu'ils étaient un peu chapardeurs. De nos jours, je suis content de voir qu'il y a des casiers. Les thermes de Pompéi ne servaient qu'à se baigner et à se détendre. Ils faisaient partie de la vie sociale. On y faisait des rencontres, on discutait, on faisait des affaires. Faire des affaires dans la pièce la plus chaude, j'en doute. C'est chaud, c'est très chaud. Ensuite, on m'a dit que c'est ce que je préférerais. On est en train de me faire ce qu'on appelle un massage romain simple, très agréable. Ma masseuse s'appelle Roberta. À Pompéi, elle aurait été esclave. Une charmante esclave. J'ai été oint, c'est-à-dire qu'on m'a enduit d'abord avec de l'huile, puis une pommade. Puis on racle. Le principe, c'est de retirer, de gommer toute la saleté et la sueur avec l'huile qu'on a appliquée aux baigneurs avant et après leur bain. Frotte, Roberta. Je peux vous dire que les Romains savaient prendre soin d'eux. C'est très agréable. Ah, être Romain. Dans certaines parties de la Pompéi antique, la vie quotidienne a dû être bousculée par les séismes qui secouèrent la ville la veille de l'éruption. On en a la preuve dans les réserves de Pompéi. C'est une occasion formidable, parce que d'habitude, le public n'est pas admis à voir ce qu'il y a dans ce trésor archéologique. Entrons au paradis. Le paradis? Ça s'annonce bien, merci. J'ai toujours voulu venir ici, mais je n'ai jamais eu le droit. J'adore, car c'est ici qu'atterrissent tous les objets de Pompéi. Regardez, un pot superbe. D'accord, d'accord, voilà ce que je cherche. Ce truc par terre qui ressemble à un tuyau abîmé, c'est un élément de la tuyauterie en plomb très complexe qui alimentait Pompéi en eau. Il y en avait des kilomètres et des kilomètres. Il en reste encore sous certaines rues. C'est une superbe technologie. Regardez, il y a des robinets comme ceux d'aujourd'hui. Mais nous avons la preuve que ce jour-là, le réseau ne fonctionnait pas bien. Des gens ont commencé à creuser les rues pour pouvoir réparer les tuyaux endommagés par les secousses telluriques. Dans la ville, la tuyauterie était en cours de réparation à 22 endroits. Dans certains quartiers, l'adduction d'eau était coupée. Entre ça et les séismes, certains ont quitté la ville, mais pas tous.
Voici des femmes, des hommes et des enfants qui sont restés. Nous allons en savoir plus sur leur histoire tragique. À suivre. Pour la première fois, le plus célèbre moulage de Pompéi va être scanné. Pour moi, faire ça, c'est comme un rêve qui se réalise. John devient aventurier Je me prends pour Lara Croft. et Raksha visite les entrailles du Vésuve. C'est comme une descente aux enfers. Nous faisons un compte à rebours des dernières heures de Pompéi, la cité romaine détruite par l'éruption du Vésuve il y a près de 2000 ans. C'est l'après-midi, un jour avant l'éruption. Nous pensons que les habitants de Pompéi ne savaient toujours pas que le Vésuve était un volcan actif. Mais ça allait changer. Raksha est allé sur le Vésuve pour découvrir ce qui a pu se passer à l'approche de l'éruption. Je suis très chanceuse et un peu flemmarde. Tous ces touristes ont dû grimper 1 kilomètre jusqu'au sommet avec 200 mètres de dénivelé. Et moi, je suis en voiture comme une princesse. Super! Je rencontre le volcanologue Giuseppe Mastolorenzo. Bonjour Giuseppe! Je voudrais savoir à quoi ressemblait le Vésuve l'après-midi précédant l'éruption. C'est énorme! On peut voir de plus près? Oui, on peut. Suivez-moi. C'est excitant! Je vais dedans. Oh, c'est très glissant. Apparemment, quelqu'un a fait tomber une pièce. Bravo, bravo. C'est comme une descente aux enfers. Qu'est-ce que c'est chaud! On se croirait au hammam, c'est bizarre. Ces nuages de fumée sont appelés fumerolles. Ils sont formés par la roche en fusion qui va surchauffer l'eau. Ça va forcer un mélange de vapeur et de gaz à remonter à la surface. Souvent, avant une éruption, on observe un changement dans la quantité de vapeur et de gaz dans les fumerolles et dans leur composition. Cet après-midi précédant l'éruption, la taille et le nombre de fumerolles ont dû croître significativement. Généralement, avant une éruption, il y a des séismes et des mouvements de terrain qui créent des failles. Et la veille, le volcan peut être très actif. L'après-midi avant l'éruption, l'intensification des séismes et les nuages de vapeur qui s'élevaient du Vésuve ont dû inquiéter les habitants de Pompéi, très superstitieux. Nous savons que les premiers séismes ont causé des dommages dans l'adduction d'eau de Pompéi. Mais la grande secousse de cet après-midi a dû largement empirer la situation. L'eau était comme le sang de Pompéi. Les plus grandes maisons avaient leur propre apport en eau fraîche pour alimenter des bassins et différents ornements. Si on était riche, des dizaines de fontaines publiques étaient disponibles. Tout cela était possible grâce au château d'eau. C'est un réservoir qui alimentait Pompéi en eau sous pression. Toute l'eau de Pompéi arrivait par un aqueduc. Ce canal apportait l'eau à la ville. Des millions de litres étaient issus des sources à 40 km de là. Quand les séismes ont secoué la région cet après-midi-là, l'aqueduc n'a pas résisté. Avec cette adduction en moins, les bassins, les thermes et les fontaines ont été asséchés. Ce fut un drame pour les Pompéiens, car l'eau est un marqueur de leur civilisation. Les Romains pensaient avoir dominé la nature. Mère Nature prenait sa revanche.
L'eau de Pompéi venait de l'aqueduc d'Auguste. Cette incroyable construction était longue de 130 km, alimentant 9 villes antiques de la baie de Naples. Aujourd'hui, tout a disparu, mais une section a récemment été découverte. John est allé en savoir plus. C'est le quartier de Sanita, à Naples. Pas l'un des plus grands. Il a eu la réputation d'être aux mains de la mafia. Mais récemment, les habitants ont eu de quoi être fiers. Une stupéfiante découverte archéologique faite sous mes pieds. Je vous en prie. Des vestiges de l'aqueduc d'Auguste ont été trouvés dans une cave sous cet immeuble. L'archéologue Carlo Leggeri m'emmène les voir. John, voici l'aqueduc d'Auguste. C'est le fameux aqueduc d'Auguste. Bien. On le voit bien, là. C'est l'arche de l'aqueduc. Long de plusieurs kilomètres, il alimente Pompéi. C'est essentiel. C'était l'une des plus grandes structures du monde romain. Là où nous sommes, c'était le niveau de la rue à l'époque romaine. Si vous étiez un Romain, en levant les yeux, vous auriez vu le ciel. Il y a 2 aqueducs. C'est incroyable. Il y a ici des preuves des dommages subis par l'aqueduc d'Auguste durant les séismes qui précédèrent l'éruption. Parce qu'il n'y a pas un seul aqueduc. Ici, il y en a 2. Voici l'ancien aqueduc d'Auguste. Nous pensons qu'il a été endommagé et que les Romains ont dû en construire un nouveau. On voit donc 2 aqueducs. C'est formidable. Et Carlo a récemment fait une découverte juste à côté. C'est encore plus profond. Bizarrement, l'entrée traverse le sol des toilettes. Il faut que je m'équipe. Ils ont manifestement l'habitude des gens grands et minces. Je suis beau. Ok, bon, on y va. Il y a de la lumière, c'est bien. 10 mètres plus bas, il y a encore du chemin. On doit descendre par là, non? C'est un peu difficile. D'accord, à l'envers, c'est ça. Bon sang. Je me prends pour Lara Croft. Sauf qu'elle aurait été plus gracieuse que moi. Elle aurait filé comme ça, zoom. Faut faire comme elle, hein. Pense Lara Croft, pense Lara Croft. C'est un endroit bien sombre. C'est la première fois que les caméras de télévision sont admises ici. Je suis arrivé dans une ancienne chambre funéraire grecque sous l'aqueduc. C'est extraordinaire. Quand les Romains ont construit leur aqueduc, ils devaient être très précis pour que l'eau descende lentement. Quand ils traversaient quelque chose d'une époque plus ancienne, comme ce cimetière grec, ils passaient simplement dessus. Quand le séisme a eu lieu avant l'éruption du Vésuve, vous imaginez combien l'aqueduc a dû être secoué. On pense même que l'eau n'a plus pu atteindre Pompéi. L'interruption de l'arrivée d'eau dans la ville la veille de l'éruption a dû être un vrai problème pour les propriétaires de ce domaine. À l'origine, ce bâtiment était une grande demeure, mais au moment du séisme, il était divisé en une série de boutiques. Nous le savons grâce à des graffitis sur les murs. Voici ce qu'il disait. À louer. Terme élégant pour personnes respectables, boutiques, chambres et appartements dans les étages. Il y avait aussi autre chose. Honnêtement, c'est remarquable pour le monde antique. Établissement détenu par Julia Félix, fille de Spurius. Ce qui veut dire que tout ce bâtiment, possédé et géré par une femme. En 79 de notre ère, Julia Félix administrait ce qu'on appellerait un complexe de loisirs.
On y trouvait des thermes, des piscines, plusieurs salles à manger et des pièces d'eau ornementales. En étant ici, il est facile d'imaginer les clients de Julia sortant de leur salle à manger privative ou après une séance de piscine. Ils se baladent dans le jardin et discutent de tout et rien en admirant les poissons d'ornement qui nagent dans les étangs. Mais ce jour-là, difficile d'imaginer quelqu'un qui se détend. Malheureusement, l'extraordinaire établissement de Julia Félix va être enseveli en quelques heures. Un des meilleurs exemples d'une entrepreneuse du monde antique va disparaître pendant des siècles. La rupture d'alimentation en eau de Pompéi et l'accroissement de l'activité volcanique ont déclenché un exode hors de la ville. Nous ne savons pas combien ont quitté les lieux la veille de l'éruption, mais nous savons que près de 20% de la population est restée, car la plupart d'entre eux sont toujours là. Ce n'est qu'une petite partie des restes humains découverts à Pompéi depuis 250 ans. 1150 victimes ont été découvertes jusqu'ici. À Pompéi, 103 d'entre elles sont conservées à l'état de moulage. On les a créées en versant du plâtre dans les cavités laissées par la décomposition des victimes ensevelies sous la cendre volcanique. Une fois le plâtre sec, on a enlevé la cendre. Les victimes sont apparues figées dans leur dernier instant. Certaines sont là où elles ont péri. Bien, c'est ce que je cherchais. Je crois que c'est la scène la plus poignante de toute la triste histoire de Pompéi. C'est le corps d'un enfant. Je dirais qu'il doit avoir 10 ans. Et au vu de ses habits, je pense que c'est un garçon. Il a été découvert dans les années 60 avec 2 autres dans l'escalier, une autre personne étant plus haut. C'est insupportable de penser cela, mais il devait sans doute ramper, essayant de rejoindre les autres et de s'échapper. Évidemment, cette tentative de fuite a échoué. Et il a été piégé pour toujours. Les moulages de Pompéi sont uniques et inestimables. Pour la première fois, nous avons eu l'autorisation d'en emmener hors du site pour réaliser un scanner à l'hôpital. Ça nous permettra d'observer l'intérieur pour voir si le squelette a survécu quand le moulage a été fait. S'il est là, nous pourrons faire une autopsie. Pour moi, faire ça, c'est comme un rêve qui se réalise. J'ai hâte de voir les résultats. Estelle Laser, de l'Université de Sydney, mène l'enquête. Aujourd'hui, nous allons scanner le moulage le plus emblématique de Pompéi, qu'on appelle le muletier, car c'est son métier. Qui est cette personne? On pense que cette personne est un muletier, parce qu'un squelette de mule a été trouvé tout à côté. Le muletier a été découvert roulé en boule devant des toilettes fermées. Les archéologues qui l'ont trouvé ont dépeint un tableau saisissant de ces derniers moments. Ils disent que cette personne a dû frapper à la porte frénétiquement, mais personne n'a répondu. Il a décidé d'accepter son destin. Il s'est roulé dans sa couverture, comme une chenille dans son cocon, et il est mort. On pense que c'est la capuche d'une cape. Ah, c'est ça la bosse dans son dos. C'est ce qu'on suppose. En mettant le vêtement devant lui, il essayait de filtrer les cendres qui volaient dans l'air. Nous allons bientôt utiliser la technologie Dernier Cri pour voir si ces hypothèses sont avérées. Notre compte à rebours va atteindre la nuit précédant le désastre. John va chercher à savoir ce qui est arrivé à Pompéi.
J'ai l'impression que j'aurais pu faire ça à Pompéi il y a 2000 ans. Et de nouvelles découvertes sont faites sous la cendre volcanique. Incroyable, c'est quoi, une pièce? Nous approchons des derniers instants de cette cité maudite, car demain, le Vésuve déclenchera sa colère sur ceux qui vivent près de lui. En cette dernière soirée, alors que le soleil se couche, les rues sont en pleine confusion. Le chaos règne. Les habitants essaient désespérément de se sauver avec leurs biens au milieu des séismes qui secouent la région. En 24 heures, Pompéi sera ensevelie sous 5 mètres de débris volcaniques, conservant intact un aperçu de la vie romaine d'il y a près de 2000 ans. Depuis la découverte de Pompéi au XVIIIe siècle, les 2/3 de la cité ont été dégagés. Les fouilles contemporaines sous la cendre sont rares. Mais certaines ont lieu cette semaine. Et Raksha a obtenu un accès exclusif. Je visite les fouilles d'une maison de plusieurs étages à l'extrémité de la ville. L'une des rares maisons pompéiennes à avoir vue sur la mer. C'est ici que les plus riches vivaient. C'est un peu comme si on disait qu'ils habitaient les Champs-Élysées. L'archéologue Fabio Galeandro dirige les fouilles. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça a l'air intéressant. Ah oui, on dégage une structure importante. C'est un jardin qui fait partie d'une grande maison. Voir ce travail archéologique me passionne. On peut aller voir le jardin? D'accord, allons-y. Super. Donc, je peux voir des murs sur ce qui semble être des colonnes, c'est ça? Oui, là, on voit les colonnes. Oui. Encore une. Et cette colonne est tombée. En un sens, ce jardin ressemble à celui d'autres maisons fastueuses de Pompéi. Un jardin carré, ceint d'une promenade avec colonnes. D'habitude, ils sont au milieu de la maison. Mais comme pour celle d'à côté, il y a ici une découverte intéressante. Une terrasse qui donne vue sur la mer. Que font ces personnes-là? Elles semblent brosser très rapidement. Oui, ils brossent. Ils polissent la surface. Celle de 79. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Je crois que je vois des bouts de poterie. Incroyable! C'est quoi, une pièce? Peut-être. Montrez-moi. On dirait bien une pièce en bronze. C'est bien vrai, c'est un moment spécial. C'est une découverte. C'est une pièce de faible valeur, perdue peut-être par quelqu'un en bas de l'échelle, comme les gens qui vivaient dans la pièce près du jardin. C'était la pièce pour les esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves. Waouh, c'est déprimant. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une étagère? Oui. C'est un endroit où poser une lampe. Une lampe pour survivre dans ces lieux. Waouh, s'il y avait de nombreux esclaves ici, ça devait être très sombre avec une petite lumière. C'est si déprimant, j'ai du mal à imaginer. Mais c'est assez révélateur. On a peu de traces de la vie des esclaves à Pompéi. Oui, oui. C'est un indice important. Au moins un quart de la population de Pompéi était esclave. Mais on en sait peu sur leur vie. Cette cellule nous donne un bref aperçu du côté sombre de Pompéi. Nous sommes le soir précédant l'éruption du Vésuve. Les séismes qui s'intensifient ont coupé l'arrivée d'eau de Pompéi et nous pensons que des milliers d'habitants sont partis. Mais nombreux sont ceux qui n'en ont pas les moyens et qui sont coincés ici. Surtout les personnes qui travaillent dans l'industrie la plus touristique de la ville.
Voilà donc l'infâme maison close de Pompéi. Sachant que les serveuses peuvent offrir des services en plus et que tous les propriétaires d'esclaves peuvent avoir des rapports avec eux, hommes ou femmes, on peut se demander pourquoi la ville a besoin de maisons closes. D'une part, tout le monde n'a pas d'esclaves. D'autre part, il y a un port. Il y avait donc beaucoup de passages. Les prostituées sont des esclaves, obligées à vivre dans ces chambres. Chacune contient un lit en pierre recouvert d'un simple matelas. Sur les portes se trouvent des peintures érotiques. Certains pensent qu'elles servaient un peu de menu. Ça devait être une vie particulièrement dure. Elle devait être très loin de chez elle, vendue par intérêt. Nous savons aujourd'hui que toutes sortes d'esclaves tentaient de fuir, ou même se suicidaient. C'est la sinistre vérité derrière la grandeur de Rome. On ne sait pas si la maison close était animée la veille de l'éruption. Mais des signes indiquent que les bars de la ville l'étaient. Dans la caisse de plusieurs d'entre eux, les archéologues ont trouvé des piles de pièces, leurs recettes de cette dernière soirée. Ceci est un petit bar de Pompéi appelé Calpona. Voici le comptoir où étaient servies les boissons. Dans ces trous, il devait y avoir des amphores. Il devait aussi servir de la nourriture. C'est un peu comme des bars à tapas. Ce qui est vraiment formidable, ce sont les peintures de l'arrière-salle. Elles nous montrent ce qui se passait là. Nous avons probablement un gentleman ici. Il porte une tunique rouge et il tient une coupe à la main. Mais celle-ci est ma préférée. Ils viennent de jouer au dé. Ils sont tous assis autour de la table, mais le jeu était manifestement animé, parce qu'on a un gentleman très agité par ici. Cette nuit-là, alors que les séismes secouaient la ville, on comprend que ceux qui restaient aient rejoint les bars pour trouver de la compagnie et oublier leur inquiétude. Cette attitude assez détachée se retrouve dans le Naples contemporain. Naples est une ville qui est animée jour et nuit. Je crois que rien ne s'arrête avant 2 ou 3 heures du matin. Je suis sûr que Pompéi était pareil. C'est le climat et les gens. Les gens ne changent jamais vraiment. Pour avoir une idée de ce que fut la dernière nuit de Pompéi, je goûte à la vie nocturne de Naples avec une habitante, Margarita Risbo. Tu as vécu toute ta vie à Naples, c'est ça? Oui. Le Vésuve inquiète les Napolitains? Oui, c'est pour ça qu'on voit autant de gens dans les rues. On vit chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous offrira. Peut-être une nouvelle éruption. Absolument. Comme Pompéi, Naples est constellé de petits bars où les gens boivent et jouent jusque tard. Bien, que font-ils? Ça s'appelle la scopa. Scopa. C'est une vieille tradition. On joue à ça depuis toujours? Absolument. Leur père, leur grand-père y jouaient. Je peux jouer? Oui, bien sûr. Très bien, on y va. La scopa est un jeu de hasard, comme ceux auxquels ils jouaient dans les bars de Pompéi. Alors, que fait-on? Il faut jouer celui-là. J'ai vraiment l'impression que je pourrais être à Pompéi il y a 2000 ans. C'est une façon de dire que tous les soucis sont à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je joue à un jeu de hasard. Les Napolitains jouent à des jeux comme ça depuis 2000 ans. J'y suis depuis 5 minutes et je me suis déjà fait rincer. D'accord, tu gagnes. Formidable. Merci, c'est bon. Au revoir. Le soir précédant l'éruption, les Pompéiens ne savaient pas à quel point ils étaient menacés. J'imagine donc que, malgré les secousses, ils sont allés dans les bars pour jouer quelques pièces et boire. Boire pour oublier les soucis. Gin? C'est ce que j'aurais fait.
Ces recherches ont dû être difficiles, John, non? Non, c'était formidable. J'ai passé un excellent moment. Mais bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est de penser aux personnes de cette époque. Penser qu'ils commençaient à réaliser que ça se gâtait. C'est effrayant. Oui, et le volcanologue m'a dit que les signes s'intensifiaient au fil de la nuit. Et ce n'est qu'au matin que les Pompéiens ont compris. Ce n'était pas un séisme, mais le volcan qui se réveillait. Notre compte à rebours atteint le matin du 24 octobre 79. Au cœur du Vésuve, la pression a atteint son point critique. À 9 h du matin, l'éruption commence. Une énorme colonne de vapeur s'échappe du volcan. Mais ce n'est que le signe précurseur de l'éruption principale qui va détruire Pompéi, faisant des milliers de victimes. Voici l'une des victimes. Le moulage le plus célèbre de Pompéi, le muletier. Nous avons eu l'autorisation d'emporter ce moulage dans un hôpital pour le scanner. Ça n'a jamais été fait. C'est une énorme responsabilité. Je suis contente de ne pas le faire. Les moulages de Pompéi sont très fragiles et bien entendu irremplaçables. Espérons que rien ne casse. Non, rien ne sera cassé, c'est impossible. L'équipe a mis de la mousse tout autour du muletier pour qu'il ne bouge pas pendant le trajet. Puis il a fallu prendre garde aux rues pavées cahoteuses de la Pompéi moderne. Pour ne pas abîmer leur précieux chargement, ils avancent à la vitesse d'un escargot. J'espère qu'en scannant le muletier, nous en saurons plus sur la véritable histoire de cette personne. Mais nous devons d'abord l'amener intacte à la machine. Il faut des nerfs d'acier pour faire ce travail. J'ai la gorge nouée, là. Ils ont soulevé le moulage. Ils l'attachent pour s'assurer qu'il ne va pas basculer quand il sera dans le scanner. C'est assez surréaliste. Il y a tous ces médecins qui s'agitent derrière. On se croirait dans une série télé. Mais au lieu d'une vraie personne, c'est une victime de l'éruption. Et si nous découvrons son squelette dans le moulage de plâtre, nous espérons qu'il nous en dira plus sur la vie du muletier. À suivre, quand le scanner donnera ses résultats, nous allons avoir un choc. C'est formidable! Oh mon Dieu! Dans la matinée du 24 octobre 79 de notre ère, ceux qui sont restés à Pompéi commencent à comprendre quel péril les menace vraiment. Il devient évident que le Vésuve n'est pas un volcan éteint, mais bien en activité. Dans la panique, nombreux sont ceux qui tentent de fuir, mais il est trop tard. Ils n'ont plus le temps d'aller assez loin. D'autres se sont mis à l'abri, espérant que ça passerait. Ce sont leurs corps qui sont devenus des moulages. Allons voir l'équipe chargée de scanner les moulages. Nous verrons s'ils peuvent nous en dire plus sur les derniers instants de vie à Pompéi. Ici, à l'hôpital, l'atmosphère est électrique. Toute l'équipe se retrouve dans la salle de contrôle parce que nous scannons le moulage le plus célèbre de Pompéi, le muletier. Tout le monde a pris de son temps pour cet événement. C'est la première fois que l'on scanne ainsi cette célébrité. Le moulage a été fait dans les années 30. On pense que c'est un homme. Un muletier qui, dans ses derniers instants, s'est roulé en boule et a tenté de se couvrir le visage alors que la cendre volcanique le cernait. On me dit que les résultats sont là. C'est excitant.
On en attend beaucoup, parce qu'apparemment, dans le moulage de plâtre, l'équipe a découvert presque tout le squelette du muletier. C'est absolument formidable. On voit bien les jambes ici. Les tibias sont là. La colonne et les hanches sont bien conservées. Tout le monde dit qu'il s'agit d'un homme. Avec ces éléments, peut-on dire que c'en est un? Je ne le dis pas souvent, mais je suis assez confiante. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a 2 os pubiens. Ces angles permettent de voir si un bébé pourrait passer à travers le pelvis. Dans ce cas-ci, pas vraiment. Et je suis assez sûre de cette interprétation. On peut voir son âge? Il semble adulte, mais je dois approfondir un peu pour en savoir plus. Le scanner a répondu à une question sur ce moulage. Le muletier est un homme adulte. Mais que peut-on savoir de plus? Ce qui rend ce moulage célèbre, c'est son attitude. C'est le fait qu'il semble se baisser et se couvrir le visage. Est-ce vrai? On voit ça en regardant à l'intérieur? Nous avons une intéressante découverte que Roberta a faite. À l'intérieur de sa main, il y a... Roulement de tambour. Absolument rien. Oh! J'attendais la suite! Alors que presque tout le squelette est intact, les os de la main et du bras sont absents. Ce qui signifie que l'autopsie réfute l'hypothèse de la position légendaire. Pas de main qui couvre la bouche pour éviter d'aspirer la cendre. Peu de temps après la réalisation du moulage, dans les années 30, il a subi des ajouts, comme une sculpture. Le bras et la main ont sans doute été des embellissements faits à cette époque. Il y a une sculpture, oui, donc ils ont dû créer les parties qui n'existaient pas. Oh mon Dieu! C'est formidable! C'est peut-être le moulage le plus représentatif de Pompéi, avec sa main devant son visage. Et c'est un faux! Mais c'est une vraie personne dedans. Oui, c'est vrai. On l'a juste un peu améliorée. Mais je dirais, avec mon œil de profane, qu'il semble que l'os du genou et celui de la jambe sont là. C'est vrai, c'est vrai. Les jambes sont pliées. C'est absolument vrai. Les os confirment que la position des jambes est correcte. Le muletier est en boule. Estelle a aussi vu des indices montrant que les jambes étaient très musclées. Ça concorde avec un métier physique. Il peut s'agir d'un muletier. Si l'attitude du bras et de la main sont douteuses, la position fœtale est correcte. Il est toujours ce symbole du désespoir des victimes de Pompéi dans leurs derniers moments. C'est tout pour cette fois. Dans le prochain épisode, ce sera le jour de l'éruption. Voici ce que nous verrons. Nous retracerons les dernières 24 heures. Je découvrirai à quelles horreurs les habitants de Pompéi ont dû faire face. 100 000 tonnes de magma sont émises à chaque seconde. 100 000 tonnes! J'explorerai les recoins cachés de Pompéi pour trouver des indices sur les derniers moments des habitants. Nous pensons qu'ils utilisaient ces outils pour creuser ce trou dans le mur afin de s'échapper. Et je suivrai les pas d'un témoin oculaire de la catastrophe. En approchant du rivage, Pline a pu voir un énorme panache de fumée monter dans le ciel, faisant pleuvoir ces débris avec des éclairs déchirant le ciel. Ils ont dû penser que c'était la fin du monde.